Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion d'information sur les concours Access Sésame. Donc, je suis ravi d'être avec vous pour le temps de cette petite conférence. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants en troisième année de licence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des études de gestion et en particulier des concours Access Sésame. La conférence est enregistrée. Je vous enverrai le replay de la conférence demain et je vous enverrai aussi les slides. Ok, donc pas besoin de photographier les slides pour ce vrai tout. Vous pouvez poser vos questions pendant la conférence dans le chat et je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer tout de suite en regardant un peu quelles sont vos options quand vous souhaitez faire des études de gestion. Parce que oui, vous pouvez passer par les concours post-bac, mais il y a d'autres options qui peuvent s'offrir à vous. Ok. Donc, si vous souhaitez faire une école de commerce tout d'abord, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de passer par les classes préparatoires, les CPGE. Donc, vous faites ce qu'on appelle une prépa ECG en 2 ans ou 3 ans si vous redoublez, hein, d'ailleurs. Et ensuite, vous intégrez un programme grande école, d'école de commerce. Ok. Donc, la voie via la classe préparatoire, c'est une voie qui vous donne accès aux meilleures écoles de commerce de France. Et donc, le top 5 en particulier, HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon et DEC, en programme grande école, va être accessible via cette voie-là. Et vous allez avoir le reste, vous allez avoir plein d'autres écoles derrière. Euh, la voie de la prépa, c'est une voie qui correspond pas à tous les étudiants, disons. C'est 2 ou 3 ans où vous allez travailler à fond, où il y aura beaucoup de compétition et où bah faut être prêt du coup à mettre sa vie personnelle de côté. Et donc pour certains, voilà, c'est des années qui sont très difficiles, alors que pour d'autres, il y en a qui vont trouver ça vraiment très stimulant intellectuellement, très enrichissant et qui vont dire que c'était génial la prépa parce qu'ils ont appris plein de choses. Donc voilà, ça dépend des étudiants, ça correspond pas à tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une prépa, vous allez passer un concours au bout de 2 ans et vous ne savez pas quelle école vous allez intégrer. OK? Donc les meilleurs iront dans les meilleures écoles et ensuite ça peut descendre, ça peut descendre bas. OK? Toutes les écoles que vous pouvez intégrer via ce type de concours, c'est des écoles qui sont quand même privées, hein, qui vont vous coûter entre 10 et 20 000 euros l'année. Vous allez avoir à chaque fois pas mal de stages, donc c'est assez professionnalisant. Et vous allez être amené à partir à l'étranger au moins une fois dans votre cursus pour un échange. Et ça peut être même plus qu'une fois et plus qu'un semestre, évidemment. OK? Donc ça, c'est pour quand on fait une école de commerce après une prépa. Vous pouvez aussi faire une école de commerce post-bac. Et pour les écoles de commerce post-bac, il y a 3 types de programmes qui sont proposés. Et souvent, voilà, les étudiants et les parents, ils se confondent un peu dans ces 3 types de programmes. Donc, je vais essayer de vous les détailler un petit peu rapidement pour que vous puissiez comprendre les différences entre les uns et les autres. Tout d'abord, il y a les bachelors en 3 ans. Donc en France, on n'a pas d'excellents bachelors. Je dirais que les meilleurs bachelors qu'on ait, c'est le bachelor de l'ESCP qui est très international, hein. Vous allez faire sur vos 3 ans d'études, hein, le bachelor c'est en 3 ans, vous allez faire un an à Paris et 2 ans dans d'autres villes d'Europe. Vous avez aussi le programme, par exemple, de l'ESDEM, de Schema, qui est un bon programme en 3 ans. Ok. Euh, il y a beaucoup d'écoles qui sont très moyennes en bachelor, et donc c'est pas ce que je vous recommande vraiment quand vous voulez faire voilà, des grosses études en France, parce que voilà, il y a mieux en fait parmi les autres programmes qui sont proposés en post-bac. Euh, le bachelor, ça donne un grade de licence, et donc après votre bachelor, vous pouvez continuer vos études, bien évidemment. Deuxième type de programme qu'on retrouve, c'est les programmes BBA en 4 ans. Les BBA, en 4 ans, ça donne aussi seulement un grade de licence. Donc c'est comme si vous faisiez 3 ans de licence, plus une quatrième année, une année de master 1. Vous avez des crédits pour votre première année de master, mais ce n'est pas un diplôme, la première année de master. La maîtrise, ça n'existe plus. Le master 1, ce n'est pas un diplôme en soi. Le diplôme, c'est le master 2. Donc si vous faites un BBA, il faut toujours continuer vos études derrière en faisant une année d'études en plus. Les BBA, c'est calqué sur le modèle anglo-saxon, et donc du coup, ça correspond très bien à ce qui se fait à l'étranger en réalité. Euh, En France, pour le coup, on a des excellents BBA, et tous les meilleurs BBA, à l'exception du BBA de l'EDEC, se retrouvent dans le concours Sésame. Donc le concours Sésame, il est particulièrement intéressant pour le BBA de l'ESSEC, pour le BBA de l'EM Lyon, pour le BBA du Schema, pour le BBA de Neoma, par exemple. Ok. Vous allez avoir un seul BBA très intéressant hors concours, c'est celui de l'EDEC. Selon moi, après le reste, c'est moins intéressant. Ok. Et donc,
Les meilleurs bibliers, le meilleur biblier, c'est celui de l'ESSEC, c'est peut-être le meilleur, ou en tout cas, c'est un des deux meilleurs programmes que vous pouvez faire en post-bac. OK? Donc, on a pour le coup d'excellents programmes en biblier. Et donc, la troisième possibilité que vous avez, c'est faire un programme en 5 ans, ce qu'on appelle souvent un PGE. Donc, c'est le même type de programme que quand faites une classe préparatoire, sauf que vous pouvez considérer que vous avez les 2 premières années comme de prépa intégrée. OK? Et les meilleurs PGE, ils se trouvent dans le concours Access et il y en a aussi dans le concours Sésame. Pour le coup, tous les meilleurs PGE, ils sont dans Access et dans Sésame. OK? Et donc, le meilleur PGE de France, c'est celui de l'IESEG. Les écoles que vous avez trouvées dans Access Sésame, c'est des écoles qui vont être de niveau assez hétérogène. J'allais dire qu'ils sont d'un bon niveau, mais c'est pas vrai en fait. Il y a des très bonnes écoles et il y en a des moyennes. C'est assez hétérogène en réalité. C'est juste que les meilleures écoles se retrouvent dans ces concours-là. Et toutes ces écoles-là que vous trouvez dans ces deux concours, pour le coup, vont suivre les codes hein, de ce qui se fait dans les écoles des classes prépa, c'est-à-dire beaucoup d'international, des grosses périodes de stage, aussi des gros frais de scolarité par ailleurs. Ok. Si vous souhaitez faire des études de commerce sans passer par la classe école de commerce, par la case école de commerce, vous pouvez passer par l'université. L'université, vous aurez 3 ans de licence et après, vous avez un petit concours pour rentrer en master. Vous pouvez faire 3+2. C'est beaucoup moins international, bien évidemment, que les écoles. C'est gratuit, par contre, ça, c'est un vrai avantage. Et vous avez, selon l'université, vous allez plus ou moins faire de stages en fait, pendant vos études. Ça reste quand même moins, la partie relation entreprise, c'est souvent quand même moins développé qu'en école. Euh, à l'université, il y a la possibilité de faire vraiment d'excellentes études. Et quelle que soit l'université dans laquelle vous démarrez, vous avez la possibilité de faire des sortes d'admissions parallèles à chaque fois pour pouvoir aller vers des programmes de plus en plus élitistes. Maintenant, plus vous commencez dans un programme qui est réputé, et plus ça sera facile d'avoir un bon diplôme à la fin. OK? Autre possibilité, hein, quand vous voulez faire des études, comment dire, euh, publiques, hein, c'est de faire un BUT. Donc les BUT, c'est ce que vous faites dans les IUT. Hein. C'est en 3 ans, vous aurez 5-6 mois de stage, pas d'international, et c'est moins professionnalisant qu'une école. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est après vos 3 ans d'études, continuer par exemple en allant à la fac ou en école de commerce. Et enfin, le BTS, c'est pour des études plus courtes, en 2 ans. Je ne vous recommande pas de faire un BTS si vous voulez faire des études longues. C'est franco-français le BTS, hein, il me semble. Il n'y a pas trop d'équivalent à l'étranger. Mais pour la France, voilà, c'est un diplôme qui est reconnu, hein, le BTS. C'est juste que vous pouvez continuer vos études après un BTS. C'est juste, ça va vous compliquer les choses. Ça sera dur d'aller vers du très bien en partant du BTS. C'est pas impossible. C'est juste que le chemin sera un peu plus sinueux. OK? Du coup, vous avez compris, si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, en fait, il faut passer par les concours Accès Sésame, il n'y a pas trop de choix. Et la question que beaucoup d'étudiants se posent, c'est est-ce que je passe un des deux concours ou juste les deux concours? Donc, la réponse à cette question, c'est de savoir déjà quel type d'école tu vises, est-ce que tu as une idée précise de l'école que tu veux faire, et aussi quel est ton niveau pour savoir si tu as besoin d'un backup ou pas. OK? Donc, il y a 3 écoles dans le concours Access, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, mais ça reste un concours hyper important. Parce que l'IESEG et l'ESCA, c'est des écoles qui sont vraiment importantes hein, dans les écoles post-bac et qui a beaucoup de places dans ces écoles. Il y a 1 200 places à l'IESEG, 1 100 places à l'ESCA. Donc, si on compare aux écoles de Sésame où il y a en moyenne 400 places, l'IESEG et l'ESCA, c'est même plus de 350 d'ailleurs, l'IESEG et l'ESCA, ça vaut l'équivalent de 6 écoles à L2. Ok, 3 écoles pour l'IESEG, 3 écoles à l'ESCA en termes de nombre de places. Et la SDS, une. Donc, c'est comme s'il y avait 7 écoles. Au concours Access, vous allez avoir 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents et la partie raisonnement logique et mathématiques. Et vous aurez aussi des épreuves orales, après, en fonction de vos résultats, vos épreuves écrites. Et donc, c'est que des programmes en 5 ans, des programmes PGE que vous retrouvez dans le concours Access. La date des épreuves écrites pour Access, c'est le 8 avril cette année, et pour César, c'est le 9 avril. Ok. C'est le contraire, excusez-moi, c'est le 9 avril pour Access, le 8 avril pour César. Au concours Sésame, du coup, vous avez 14 écoles. Alors, vous pouvez vous dire c'est beaucoup par rapport au concours Access, sauf qu'en fait, les écoles qui vont réellement vous intéresser, il y en aura 6-7. OK? Il y a des écoles, toutes les écoles ne se valent pas. Et donc, en termes de nombre de places dans les bonnes écoles, en fait, c'est assez équivalent au concours Access. Et donc, vous avez à la fois des bibliers en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans, sachant que voilà, tous les meilleurs bibliers se retrouvent hein, au concours Sésame. Vous allez avoir 6 épreuves écrites et je reviendrai en détail sur les épreuves un petit peu plus tard. Donc, quand on regarde les rankings, hein, les classements, c'était le classement de l'année dernière du Figaro et, pour les programmes grande école et pour les bibliers, c'était de euh, l'étudiant. OK?
Ils mélangent jamais les programmes grande école et les BBA dans les classements. Donc, vous ne pouvez pas faire de comparaison. Moi, je peux vous faire des comparaisons parce qu'en fait, je vois le niveau des étudiants qui rentrent dans chacun des écoles, la sélectivité, je connais bien les programmes. Donc, je peux vous dire ça, c'est mieux que ça, etc. Mais en fait, les classements, ils les font sur des critères complètement. Comment dire, c'est des formules mathématiques, hein, les classements. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas mélanger des programmes qui ne sont pas de même nature. Donc, pour les programmes grande école en 5 ans, l'IESEG, c'est le numéro un, il n'y a pas de débat pour moi. C'est en un l'IESEG. En 2 et en 3 on a l'ESCA et l'UM Normandie. Donc, l'ESCA dans le concours Access, l'UM Normandie dans le concours Sésame. Pour moi, c'est des écoles qui sont d'un niveau similaire et qui ont juste eu des stratégies de développement différentes. L'ESCA, ils ont ouvert des campus un peu partout en France pour attirer en fait des talents locaux, hein, en fait, des, comment dire, ils ont un campus à Bordeaux, un campus à Lyon, un campus à Aix, etc. Comme ça, les bons étudiants qui sont dans ces villes-là et qui veulent rester dans leur ville vont postuler sur leur campus. Donc, c'est pourquoi pas. Le Normandie, ils ont une autre stratégie, eux, c'est d'ouvrir des campus à l'étranger. Ils ont ouvert Oxford, ils ont ouvert Dublin, ils sont ouverts Boston, ils vont ouvrir Dubaï, je crois. Je crois que c'est Dubaï cette année. Ils ouvrent plein de campus à l'étranger. En fait, ils ouvrent des campus, soit là où il y a des très grandes universités, et comme ça, ils peuvent attirer les profs de ces universités, et c'est ces profs-là que vous aurez. Donc, vous aurez les profs d'Oxford, University, euh, Oxford College, d'ailleurs, je pense qu'on dit, à l'EM Normandie, quand vous faites l'EM Normandie, Oxford. Et sinon, ils ouvrent aussi des campus là où il y a des très gros réseaux d'entreprises, par exemple à Dublin avec la tech. OK. Et derrière l'escale l'EM Normandie, vous avez l'EMLV. L'EMLV qui est assez apprécié par les sportifs parce qu'ils ont un programme sport-études, voilà, pour info. Mais je trouve qu'il y a un écart quand même entre l'escale Normandie et le MLV. Pour les BBA, en 1, on a laissé qu'il n'y a pas de débat. Alors ça, je vous ai mis le classement officiel, mais en réalité, il faut s'en méfier. Selon les années, ça change énormément. D'ailleurs, là, je regarde les autres classements, il ne les classe pas du tout comme ça, les écoles. Je l'ai regardé la semaine dernière. Mais voilà, moi, je vais vous faire le classement qui, selon moi, est le bon classement. Un, c'est l'ESSEC, il n'y a pas de débat. En 2, dans l'ordre que vous voulez, il y a l'EDEC et le M Lyon. Et après, en 4 et en 5, donc 2 et 3, dans l'ordre que vous voulez. En 4 et 5, c'est Schema et Neoma. Dans ce classement, ils ont mis Schema devant le M Lyon. Il y a une année où il y a quelques années, les decks étaient classés 7e. J'ai déjà vu des classements où les decks étaient premiers ex aequo avec les secs. Dans les faits, jamais de la vie, les decks est aussi bon que les secs sur le billet. Et je pense que pour moi, jamais de la vie, les decks est 7e dans le classement. OK? Donc le vrai classement pour moi, ça serait ESSEC en 1, EDEC UM Lyon en 2, 3 dans l'ordre que vous voulez, Schema Neoma après. Voilà. Du coup, quand on regarde les épreuves écrites maintenant des concours, je vais essayer de ne pas être trop long. Juste, je vais vous demander dans le chat, est-ce que je suis trop rapide ou trop lent ou OK? Donc pour le rythme, hop. Si le rythme il est OK, vous mettez juste un petit pouce en dessous du rythme OK. Si c'est trop rapide ou trop lent, n'hésitez pas à mettre un commentaire, comme ça j'ajusterai le rythme pour la suite. Bon, ça a l'air OK. OK, on va continuer comme ça. Du coup, maintenant, on va faire un focus sur les épreuves écrites. Et donc, euh, aux deux concours, vous avez une épreuve d'anglais. OK? Donc, aussi bien pour Access que pour Sésame, le programme il va être le suivant. Vous aurez énormément de grammaire. Donc en grammaire, vous aurez euh, les, euh, la conjugaison. Enfin, vous allez avoir la conjugaison avec de la grammaire. Donc vous aurez la conjugaison, la concordance des temps, les mots de liaison, tant que, enfin, while, les comparatifs, les verbes irréguliers, etc. Donc vraiment de la grammaire, de la grammaire. OK? Ça va être le même programme. Vous aurez un petit peu de compréhension de texte aussi, hein, pour accéder pour Sésame. La seule différence, c'est que pour concours Sésame, vous avez quelques questions d'actualité du monde anglo-saxon. C'est vraiment 3 questions par an. OK? Et ce pas des questions hyper dures. Mais sinon, c'est vraiment le même programme. Donc, quand vous préparez l'épreuve d'anglais pour Access, vous préparez celle de Sésame et vice-versa. OK? Ça se prépare de la même manière. La seule différence, c'est le format. Au concours Access, vous avez 1 heure pour faire 5 questions avec 50 questions pardon, avec 4 propositions. Donc là, par exemple, je vous ai mis un type de question, une question avec les propositions A, B, C, D. Et en fait, pour chaque proposition, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc ça, c'est une seule question, la question que je vous ai mis. Et vous en avez 50 comme ça. OK? Et si ce n'était pas suffisant, il vous rajoute 25 questions au format QCM. Ce qui fait qu'en fait, ça fait comme 200 propositions. Ça fait comme si vous aviez 200 propositions auxquelles il faudrait répondre, plus 25 questions sur la forme de QCM. C'est très, 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 très long. Et c'est très dur à faire en 1 heure, ce qui veut dire qu'en fait, il faut être vraiment très, très à l'aise avec ces règles de grammaire, avoir des très bons réflexes pour ne pas perdre de temps. OK? Pour Sésame, vous avez
Une demi-heure pour faire 40 questions au format QCM pour l'anglais. Vous avez aussi la LV2. Avec Prépa Campus, on prépare au concours. La seule matière qu'on ne prépare pas avec les étudiants, c'est la LV2 du concours Sésame parce qu'il y a 10 langues, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais, euh, l'hébreu, etc. On n'a pas d'épreuves dans ces 10 matières-là, souvent c'est des petits coefficients et c'est la seule matière qu'on ne prépare pas directement avec les étudiants. Par contre, pour l'anglais, en fait, on travaille ça sous la forme de stage intensif où ils sont 6 étudiants par cours, donc soit en décembre, soit en février. Avant, à la Toussaint, c'est trop loin, donc on ne le fait pas, hein. Donc soit en décembre, soit en février. Et en avril, c'est près du, enfin, les concours sont passés. Donc c'est en décembre, en février. Et on fait 2 heures de cours par jour sur une semaine, donc 10 heures de cours pour l'anglais. On revoit toutes les règles de grammaire et on fait des sujets complets, chronométrés, en mode concours blanc pour se préparer. Et donc, pour chacun des points de grammaire qu'on voit, on fait des exercices ciblés sur ces points de grammaire-là. Et en fait, ça nous permet de faire en sorte que tous les étudiants maîtrisent vraiment tous les points de grammaire qui sont au programme. À la fin du stage, comme ils sont que 6 parcours, chaque prof me fait un débriefing personnalisé sur chacun des étudiants qui a suivi son cours d'anglais. Et moi, je vous envoie ce débriefing-là avec les points forts de l'élève, les points faibles de l'élève, et ce qu'il doit continuer de travailler pour s'améliorer jusqu'au concours. Et on lui donne accès à une plateforme, à l'étudiant, avec des tonnes d'exercices, avec des cours enregistrés aussi en anglais, pour qu'il puisse s'entraîner jusqu'au concours et progresser sur ses points faibles. Et ça, c'est pour Access et Sésame. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse. Donc, ce n'est pas la même pour Access et pour Sésame. Je les ai mis sur la même slide parce que le document qui illustre l'épreuve correspond bien au concours Access et César. Au concours Access, vous allez avoir un corpus avec une de conscience sociale, d'abord et l'image. Ok. Il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas d'indication, aucune information. La seule information qu'on vous donnera, en plus des textes, c'est vous devez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. Donc entre 315 et 385 mots. C'est très très court. C'est une page manuscrite, c'est une demi-page sur Word. OK? Ce qui fait que vous avez un gros volume de documents, 12-13 pages de documents, et vous devez écrire quelque chose de très très court en 3 heures. En termes de gestion du temps, moi je trouve que ce n'est pas hyper dur. Et donc en fait, l'épreuve, il y a 3 étapes clés dans l'épreuve. La première étape, c'est faire enfin, ficher les documents et donc la prise d'informations sur les documents, la prise de notes. OK? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être la construction de plans. Et la troisième étape, ça va être la rédaction. L'orthographe compte, mais c'est pas hyper pénalisé si par exemple vous êtes dysorthographique. Vous n'aurez pas 3. Ok. Je le dis parce que parfois ça arrive d'avoir des étudiants qui sont dysorthographiques et qui stressent par rapport à ça. C'est possible d'avoir une bonne note en étant dysorthographique. Pour travailler ça, en fait, on travaille de manière méthodique sur les différents points en fait, qui consistent, enfin, des points méthodologiques hein, pour réussir à cette épreuve. Et donc, tous les ans, on a des étudiants qui vont voir à cette épreuve, hein. Vous êtes pareil en groupe de 6 et en fait, les 6 vont travailler sur le même corpus de documents, mais ils ne feront pas forcément les mêmes exercices en même temps. C'est-à-dire que l'exercice final, c'est bien la rédaction de la synthèse, mais il y en a qui vont plus travailler sur la partie plan, il y en a qui vont plus travailler sur la partie rédaction, d'autres plus sur la partie prise de notes, en fonction en fait des difficultés de l'élève. Ok. Le but, c'est que le prof il puisse se mettre au rythme de chacun de ses étudiants. Et donc, pareil, ça, c'est pendant les vacances scolaires, comme l'anglais, avec un débriefing à la fin et des exercices pour que vous puissiez vous entraîner après. Et donc, si à la fin de votre stage, d'ailleurs, vous souhaitez vous entraîner sur d'autres synthèses et être corrigé, vous pourrez envoyer vos synthèses à votre prof que vous avez eu pendant votre stage et il vous les corrigera, bien évidemment. Ok, vous aurez le numéro de chacun de vos profs, de toute façon. Pour Sésame, c'est très différent l'analyse documentaire. En fait, donc ça c'était pour Access, hein, la synthèse. L'analyse documentaire, c'est pour Sésame. Vous avez que 2 heures. Il y a beaucoup plus de documents. J'ai mis entre 15 et 25 documents sur la slide, mais c'est beaucoup plus. En réalité, c'est plutôt 25 documents écrits et une dizaine de documents type graphes, images, photos, etc. Ça fait très très long, peut-être 35 pages. OK? Vous avez un peu plus d'informations que pour le concours Access, dans le sens où vous aurez une bibliographie, vous aurez des titres aussi. Les documents, ils vont être organisés, contrairement au concours Access où c'est pas du tout organisé, les documents. Et au concours Sésame, vous allez devoir répondre à des questions sous la forme de QCM. Des questions de repérage. Questions de repérage, on va vous demander par exemple combien de startups d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2023. Et dans un des documents, il y aura écrit noir sur blanc, Apple a acheté 21 startups d'intelligence artificielle en 2023. Je dis un truc au hasard.
Ce qui fait que ça, c'est des questions qui sont assez faciles. Vous ne pouvez pas utiliser de raccourci clavier ou quoi pour trouver des informations, il faut chercher. Mais en étant méthodique et organisé dans sa recherche d'informations, vous pouvez trouver ces informations-là. Malheureusement, ça ne vaut pas beaucoup de points parce que ce n'est pas le plus difficile. Ensuite, vous avez des questions d'analyse. Pour les questions d'analyse, vous allez avoir une question avec 4 à 6 propositions en général et vous pouvez avoir plusieurs réponses de correctes. Donc, imaginez pour votre question, pour vos questions d'analyse, il y a 6 ou 8 des questions d'analyse. Disons qu'il y en a 6. Ok, à vérifier. Disons que c'est 6 questions d'analyse. Vous allez avoir, euh, pour chacune des questions, donc, du coup, plusieurs réponses qui peuvent être correctes. Donc, s'il y a 3 réponses correctes pour la question, pour la première question, par exemple, si vous mettez les 3 réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez 2 réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une réponse sur 3, vous avez un tiers des points. Mais si vous mettez une mauvaise réponse, même avec toutes les bonnes réponses, c'est zéro. Donc, il faut faire très attention à pas rajouter d'informations. Et tout va être dans la nuance, évidemment. Il y a des propositions qui auront l'air vraies, mais qui vont aller un peu plus loin que ce qui est dit dans les textes. Et donc, du coup, c'est faux. OK? Donc, faire attention à ça. Et ensuite, vous avez les questions de synthèse. Et les questions de synthèse, c'est on a rédigé une synthèse pour vous, contrairement au concours Access où c'est vous qui rédigez. Par contre, il y a des trous dans la synthèse et il faudra choisir par exemple la bonne problématique, le titre au parti, remplir les trous, etc. Et là, encore une fois, ça tout va être une question de nuance. Quand on va vous demander de choisir le problème, il y a un problème, ça va être le bon problème. Il y en a un, ça va vraiment ressembler au bon problème, mais ça va un peu extrapoler ce qui a été dit dans les textes. Il y en a un, il va vraiment ressembler au bon problème aussi, mais pour le coup, il va oublier une partie des choses importantes qui est dit dans les textes. Et il y en a un autre, il va peut-être être un peu hors sujet. OK? Et donc, du coup, il faut choisir la réponse qui est la plus juste. Parfois, vous pouvez avoir deux réponses qui pourraient être correctes, mais il y en a une qui va être plus, comment dire, qui va mieux s'intégrer dans la synthèse. OK? Par exemple, stylistiquement, ça va plus aller avec ce qui est écrit dans la suite de la synthèse. OK? Donc voilà, faut faire attention à ça, c'est une épreuve de nuance. Pareil, ça se travaille très bien sous la forme de stage intensif en petit comité. En fait, il faut y aller, comment dire, il faut répéter en fait la méthodologie et travailler voilà, sur un certain nombre de corpus pour vraiment intégrer ça et pour développer des réflexes, que ce soit pour la synthèse ou pour l'analyse documentaire, d'où le bienfait de faire ça en stage. Ensuite, vous avez l'épreuve de, les épreuves de raisonnement. Donc pour Access, c'est l'épreuve la plus importante, la partie raisonnement logique et mathématique. Pour cette épreuve-là, il est obligatoire de faire, enfin, il est fortement recommandé de faire euh, maths complémentaire ou l'aspect maths. Ok? Maths expert, ça sert à rien, mais vous pouvez le faire, mais ça sert à rien. Si vous faites maths expert, c'est que vous faites l'aspect maths. Si vous êtes en STMG ou si vous avez arrêté les maths en terminale et que vous êtes très très intéressé par le concours Access, faudra m'en parler, comment dire, par téléphone pour que je vous explique ce que vous pouvez faire si vous souhaitez vous préparer. Donc, les maths, pour le coup, ça se travaille dans le temps. Donc, nous, ce qu'on fait pour préparer à l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, c'est qu'on ne fait pas sous forme de stage, parce qu'en une semaine, si vous n'êtes pas bon en maths, bah, au bout d'une semaine, vous ne serez toujours pas bon en maths. Donc, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de travailler avec régularité. Donc, nous, on vous prépare sur 3 mois à cette épreuve de raisonnement logique et mathématique. Toutes les semaines, vous avez le samedi, de 14 heures à 16 heures, 2 heures de cours de raisonnement logique et mathématique. OK? Dans la partie raisonnement logique et mathématique, il y a 3 sous-parties. Le raisonnement logique, c'est quelque chose de très différent de ce que vous faites au lycée. Et donc, du coup, on pourrait dire, juste en réfléchissant, on pourrait réussir à répondre. Mais en fait, il faut faire preuve de méthodologie pour répondre de manière efficace aux questions. Donc là, je vous ai mis un exemple de question de raisonnement logique. Vous pouvez essayer de le faire chez vous si vous voulez. On ne va pas le faire ici, c'est trop long. Mais normalement, vous avez 8 minutes pour répondre aux 4 questions. Si vous utilisez les outils que vous avez en terminale, vous n'y arriverez pas, ce sera trop dur. Par contre, si vous faites un diagramme de Venn, ce qui n'est pas au programme de terminale, hein, là, vous pourrez répondre facilement aux questions. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apprendre à faire des diagrammes de Venn. On va vous apprendre à faire des logigrammes. Va vous apprendre les méthodes pour travailler sur les parties de menteur-vérité, les doubles proportionnalités, les questions de calendrier, les questions de vitesse, distance, temps, etc. OK? Ensuite, vous avez une deuxième partie, c'est mathématiques. Ça, pour le coup, c'est vraiment le programme de maths, de maths complémentaires, sans les limites et sans les suites. Et c'est plus technique d'un point de vue calculatoire que ce que vous faites au lycée. Mais il n'y a pas de rédaction, vu que c'est un vrai faux. OK? Donc, les entraînements que vous faites pour Access sur les mathématiques, ça vous sert vraiment pour le lycée. Et enfin, vous avez la dernière partie, la partie problème. Pour la partie problème, vous avez
des questions qui se suivent, hein, qui peuvent être liées les unes aux autres. Vous allez avoir besoin d'outils mathématiques du terminal, ça c'est sûr. Et vous aurez aussi, en fait, on vous demandera d'utiliser des outils mathématiques que vous n'avez jamais vus en cours. Mathématiques ou économiques ou financiers. OK? On va vous présenter un concept mathématique ou un concept économique, vous expliquer comment il s'utilise, par le bien d'un exemple, et ensuite il faudra utiliser ce concept dans le cadre de l'exercice et interpréter les résultats. C'est un exercice que les étudiants ne font pas en terminale. Donc nous, pour préparer les étudiants à ce type d'exercice-là, donc au problème, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de deviner ce qui va tomber le jour J. On essaie de vous habituer à cette gymnastique intellectuelle bah, du problème, en vous entraînant sur des exercices type problème faciles et difficiles, pour que le jour du problème, en fait, vous ayez les réflexes et vous savez exactement comment vous comporter de face à l'inconnu, en fait. Et si vous arrivez à le faire à l'entraînement, bah, vous arriverez à le faire le jour J. Ok, ça c'est la plus grosse épreuve, c'est 45 de la note. Et c'est aussi pour ça que voilà, le fait de le travailler de janvier au concours, il y a juste 2 semaines de pause pour les vacances de février. Ça fait 22 heures pour travailler le raisonnement logique et mathématique. Honnêtement, c'est ce qu'il faut, c'est dense. Mais ça nous permet de voilà, vraiment travailler ça en profondeur. Et si vous avez des difficultés, on pourra aussi vous aider en dehors des cours. Et c'est moi qui vous aiderai d'ailleurs en dehors des cours sur cette partie-là. Pour César, la partie raisonnement, en fait, j'ai réuni 3 matières ensemble parce que c'est aussi les cours hebdomadaires. C'est maths, français, compétences digitales. Les maths de Sésame, ça n'a rien à voir avec les maths du concours Access. Ça n'a même rien à voir avec les maths de terminale, en général. Donc si vous êtes en STMG, si vous n'avez pas fait de maths en terminale, etc., c'est pas du tout grave. Je vous donne un exemple de question, ok? Comme ça, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? C'est pas des maths, comment dire, d'un haut niveau en soi. 80% des étudiants, et encore je suis gentil, vont dire que la vitesse moyenne, ça va être 25 plus 100 divisé par 2, ça fait 62,5 km/h. C'est pas la bonne réponse. Et donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est travailler sur toutes les méthodes hein, pour réussir à résoudre ce type de petits problèmes casse-tête qui ne ressemblent pas au lycée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est typiquement si le trajet fait 100 km, vous faites du 25 km/h à l'aller, bah, vous mettrez 4 heures à l'aller. Au retour, vous faites du 100 km/h, vous mettrez 1 heure. Donc vous aurez fait 200 km entre l'aller et le retour, en mettant 4 heures à l'aller, 1 heure au retour, en 5 heures. 200 divisé par 5, ça fait 40. Vous avez une vitesse moyenne de 40 km/h. C'est normal. Il fallait faire 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h pour faire du 62,5 km/h. Voilà, c'est le type d'exercice maths de César. OK? En français, vous avez aussi du coup beaucoup de grammaire, un petit peu de vocabulaire sur l'élocution latine, les expressions de la langue française, peut-être un peu de synonymes et d'antonymes. Et vous avez la conjugaison, et vous aurez aussi euh, la littérature, avec les courants littéraires, avec les figures de style, euh, voilà, les auteurs importants à connaître. Ok. Et en compétences digitales, c'est des questions. C'est le programme, il est lié à ce qui se fait sur la certification PIX un petit peu au lycée. Donc plus dur, vous aurez des algorithmes, vous aurez, euh, vous aurez aussi savoir faire des formules sur Excel, savoir utiliser des fonctionnalités, enfin quand je dis Excel, c'est tableur. Savoir utiliser des fonctionnalités avancées sur des logiciels de traitement de texte ou sur des logiciels type PowerPoint. Vous avez la sécurité de sécuriser votre environnement réseau. Donc, c'est quoi les différents types de menaces que vous avez? Vous avez aussi toute une partie écologie, une partie IA, une partie data, etc. C'est ce qu'on voit avec vous lors de ces épreuves-là. Ça n'a rien à voir en fait avec ce qui est fait au lycée. Donc, les maths, les français, compétences digitales, ça, on le travaille aussi entre janvier et mars. Et ça, c'est les dimanches de 11h15 à 13h15. OK? Et vous êtes en groupe d'une vingtaine d'étudiants par cours. OK? C'est 25 étudiants par cours. C'est quoi? OK? Et donc, pareil, c'est sur 22 heures. Donc, vous aurez, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 10 heures de maths, 4 heures de français, 8 heures de compétences digitales. OK? Avec des concours blancs, etc. intégrés. Et enfin, la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains. Donc, au concours Sésame, en fait, c'est les actualités des 10 mois avant le concours. Et donc ça, on a 8 séances entre janvier et mars pour aussi travailler sur les enjeux contemporains. Et ça vous aidera aussi pour les épreuves orales du concours Access. Donc, un étudiant qui est inscrit au concours Access, il fera aussi ce cours, il aura aussi accès à ce cours-là. Si ce n'est que pour la partie orale, en fait, on va lui poser des questions sur les actualités à l'ESCA et à l'ESCA même à l'écrit, ça sera.
et à l'ISEG. On vous donne aussi des fiches de révision pour la culture générale de l'ESCA avec ce cours. OK? Donc, du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, comment vous pouvez faire? Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser les annales. Donc, vous avez l'application du concours Sésame qui est disponible sur le site de Sésame, ça s'appelle Prépa Sésame. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, ça coûte 100 euros, mais quand vous vous inscrirez au concours, ces 100 euros seront déduits du prix du concours. OK? Donc, c'est comme si c'était gratuit. Euh, c'est très bien fait, je trouve, mais ça manque cruellement de questions. En fait, en maths, typiquement, vous allez faire un sujet dessus, il y a ces 10 questions, c'est sujet 10 questions qui vous propose. Bah, quand vous faites un deuxième sujet, derrière, il y a 3 ou 4 questions que vous avez fait dans le sujet d'avant qui vont revenir. OK? En compétences digitales, c'est pareil. En français, c'est pareil. Il y a pas mal de sujets, je trouve, de d'analyse documentaire, donc ça, c'est pas mal. Pour les enjeux contemporains, c'est juste même pas à jour, parce que les annales, en fait, bah, ça change d'une année sur l'autre. Et pour les langues, il y a des choses. Surtout pour la LV2, c'est pas mal pour le coup pour, euh, pour s'entraîner, je trouve. Pour Access, vous avez les annales qui sont téléchargeables sur le site. Il faut faire attention, le programme, il a évolué en 2021. Et donc, vous avez les annales depuis, je crois, 2016 ou 2018. Donc, il y a certaines annales que vous ne pouvez pas utiliser, notamment en mathématiques, parce que le programme a beaucoup changé. Donc, voilà, je vous le dis, comme ça, vous le savez. Mais vous pouvez trouver le programme, hein, d'ailleurs, en ligne aussi. Et les corrections ne sont pas détaillées, les corrections des annales sur Access. Alors, on a eu l'autorisation cette année de faire des vidéos de correction de leurs annales. Et donc, du coup, dans l'année, on va publier des corrections des annales récentes sur notre site avec, du coup, des corrections vidéo, des corrections détaillées. Si vous téléchargez les annales aujourd'hui, c'est très bien, vous pouvez les regarder, mais vous verrez que c'est très difficile et que vous aurez du mal à comprendre. C'est tout le principe de la préparation, c'est de faire en sorte que ça passe de c'est difficile à ça devient un jeu d'enfant pour vous et vous êtes dans votre confort quand vous les faites. OK? On sert à ça. Il y a des livres qui existent, honnêtement, je ne vous les recommande pas. Ils ne sont pas du tout à jour. Donc, ils ont beau faire une nouvelle édition tous les ans, ils n'ont pas changé un mot, j'ai l'impression, depuis 15 ans. Ou peut-être j'exagère, mais pas très loin. Ok, les programmes ont évolué, pas les livres. Vous avez le grand manuel du concours Sésame, grand manuel du concours Access, c'est les moins pires. Vous avez la Bible aussi du concours Sésame, Bible du concours Access, franchement, elle est dégueulasse. Elle est nulle, pardon, excusez-moi. Euh, Mais bon, c'est en appoint, pourquoi pas, mais pas plus que ça. Ok? Vous avez des comptes Insta aussi que vous pouvez suivre. Pour l'anglais, BBC Learning English, je trouve que c'est vraiment bien. Ça vous permet d'apprendre des petites choses tous les soirs dans votre lit et ça peut vraiment vous aider à apprendre des choses utiles pour les concours, sincèrement. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est très bien. Vous avez des podcasts sinon comme L'Heure du Monde. Enfin, il y a tous les grands médias en font des podcasts, hein. Euh, pour la partie raisonnement, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a pas mal d'informations. Ce qu'il y a beaucoup aussi sur l'Insta de Prépa Campus, c'est on vous tient au courant quand on sort des corrections, bah, typiquement d'anal, quand on sort des fiches aussi sur les écoles où vous avez tous les détails et qui vous servent vraiment pour les épreuves orales. Tout ça, ça peut être très utile. Et sinon, vous avez aussi Aide Academy. Alors, c'est pas sur Insta, mais plutôt sur YouTube. C'est un peu un prof enfin, c'est deux frères qui sont profs de maths qui expliquent pas mal de choses de manière très sympa, très ludique. Il y a pas mal de choses qui ne servent à rien pour les concours parce que c'est pas ciblé sur les concours du tout. Mais il y a des petites pépites et des petites techniques qui peuvent vous resservir au concours, sincèrement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sinon, vous avez aussi, bah, pour les étudiants qui sont dans la prépa, en fait, vous aurez une plateforme, hein, la plateforme de la prépa, avec tous les cours qu'on fait, on les enregistre. Donc c'est des cours en live, hein, les cours que vous avez, les cours hebdo. D'ailleurs, qui sont à distance, hein, les cours hebdo. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance. Les cours hebdo, c'est que à distance. Et donc, du coup, vous pouvez tout faire à distance ou alors faire ça en présentiel et à distance en mixte. Donc, sur la plateforme, vous avez replay tous les cours hebdo. Ce qui fait que ces cours live, on les enregistre et 48 heures après, vous les retrouvez sur la plateforme. On a aussi enregistré pour chacune des matières tout le cours qu'il faut faire pour les différentes matières. Donc, pour les enjeux contemporains, évidemment, on le fait au fur et à mesure parce que ça n'a pas de sens de le faire maintenant alors que les actualités ne sont pas du tout passées, quoi. Mais pour toutes les autres matières, il y a tout. Et en fait, pour chacun des points de cours qui est abordé, il y a des fiches d'exercices avec des corrections PDF, des corrections vidéo sur le thème, sur le chapitre. Vous avez des fiches de révision, évidemment, pour des fiches de cours pour vous entraîner. Et vous avez des sujets complets avec des corrections détaillées pour pouvoir faire des sujets complets, vous entraîner surtout, bien évidemment. Donc, si vous êtes inscrit à la prépa, vous n'avez pas besoin de livres. Les comptes Insta, bon, c'est dans votre livre, pourquoi pas. Les annales, c'est toujours bien en fin de parcours, mais sinon, vous n'avez pas besoin de grand-chose de plus en réalité. C'est vraiment suffisant. Donc, si vous souhaitez vous préparer avec nous,
Donc, on a une offre Sésame, une offre Access et une offre Access plus Sésame. C'est pas l'offre Club d'ailleurs, c'est Stage G plus Week-end. J'ai oublié de changer le nom, c'est pas grave, on s'en fout. Vous avez du coup 2 heures par semaine pour. Euh, de quoi? Voilà, le tirant dans la slide. 2 heures par semaine pour, de cours pour Sésame. Donc, c'est les dimanches de 11h15 à 13h15. Vous avez l'anglais et l'analyse documentaire en stage et vous avez les enjeux contemporains. Pour Access, c'est le raisonnement logique et mathématique le samedi de 14 à 16. Donc, c'est à distance, hein, les cours hebdomadaires, je répète. L'anglais et la synthèse que vous pouvez faire en présentiel ou à distance. En présentiel, c'est au métro République à Paris. Et vous avez les enjeux contemporains en distanciel entre janvier et mars. Et si vous faites les deux concours, il n'y a pas de problème. Vous faites les cours hebdo d'Access et de Sésame. Et en stage, vous avez l'anglais, la synthèse et l'analyse documentaire. OK? Plus les enjeux contemporains. Après chaque période de stage, je vous envoie des briefings complets sur chacune des matières. Pour le suivi aussi, c'est directement avec moi. On vous accompagne aussi sur Parcoursup. On corrige vos lettres de motivation sur Parcoursup. C'est moi qui les corrige en réalité. Je vous ferai aussi une conférence pour tout vous expliquer sur comment faire vos inscriptions, etc. Si vous avez besoin d'aide aussi sur le choix des écoles, bah, ce sera directement avec moi et c'est inclus dans votre préparation. C'est le suivi, hein, bien évidemment. Donc en fait, on va vraiment vous suivre de près et on fait vraiment attention à vous. Et donc c'est moi votre correspondant direct. C'est pas, comment dire, voilà, vous êtes avec le directeur. Et donc du coup, notre structure, avec un accompagnement très personnalisé, fait qu'on est obligé de limiter aussi le nombre d'étudiants par préparation. Et donc, enfin, par préparation, et on limite aussi, du coup, sur toute la prépa. Pour toute la prépa sur l'année, on se limite à 250 étudiants. On est aujourd'hui quasiment à 200 étudiants. Donc, sur les préparations, sur ces préparations-là, euh, que vous voyez ici, ce sera 25 étudiants pour Access, 25 étudiants pour César. C'est admissible ou remboursé. C'est-à-dire que si vous mettez les trois écoles d'accès, vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Et pour ces dames, il faut mettre 5 écoles, vous pouvez mettre les 5 plus dures. Et si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Les oraux ne sont pas compris dans la préparation. Si vous voulez vous préparer aux oraux, c'est en supplément. C'est des cours individuels qu'on fait. C'est avec des profs qui sont jurés d'admission en école où on prépare. C'est des séances qui durent 1h30 à 2 heures, qu'on fait au mois d'avril, ça sert à rien de les faire avant, ok? On a 100% de réussite pour ceux qui se préparent aux oraux avec nous, et ça coûte 120 euros la séance. Donc un étudiant à l'aise à l'oral, il lui faut 3 séances, un étudiant en difficulté, il lui en faut 5. Au-delà de 5 séances, c'est moi qui prends les étudiants et je les fais pas payer en plus. Ok? On n'envoie pas les étudiants tant qu'ils sont pas prêts. Donc tous les ans, il y a quelques étudiants qui ont des grosses difficultés à l'oral, et ben je les prends et je travaille en plus avec eux pour qu'ils soient prêts. Ok? Je vous invite à regarder juste ce que disent les étudiants sur nous, hein, sur Google. Tous les étudiants de prépa Campus ont obtenu leur trois promotion en 2024, c'est aussi vrai en 2025. Et j'ai mis notre Google plus de 100 avis, en fait c'est plus de 140 avis maintenant. Je vous invite juste à regarder, voilà, tapez prépa Campus sur Google, vous pouvez prendre les avis dans l'ordre et vous allez voir qu'il y a 5 étoiles. OK? Si vous souhaitez vous inscrire à la prépa, déjà si vous êtes en première, vous avez le QR code pour la liste d'attente. Comme ça, en fait, quand on ouvre les préparations les prochaines, on vous tient au courant, on vous envoie juste un SMS en fait, pour vous dire que ça ouvre. Et sinon, si vous souhaitez vous inscrire, toutes les inscriptions se font après un rendez-vous avec moi. Parce que je veux être sûr que vos attentes sont cohérentes avec ce que vous pouvez avoir. Je veux être sûr que vous ayez bien compris c'est quoi l'engagement en termes de travail. J'ai besoin d'avoir soit le parent, soit l'étudiant, soit les deux. OK? Et si je parle avec un parent, j'ai besoin que le parent il ait accès au bulletin de l'étudiant. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je crois que je suis complet dans mes rendez-vous demain. Mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi soit lundi, soit après. Je suis peut-être aussi complet lundi. En ce moment, c'est la, la période des inscriptions. Je dis la fin de la période des inscriptions, ce qui ne reste que 50 places. Mais c'est très, comment dire, c'est assez chargé l'emploi du temps. Maintenant, si vous prenez rendez-vous dans la semaine, vous inquiétez pas, vous aurez de la place encore hein, pour ces préparations. Je fais 7-8 rendez-vous avec des étudiants par jour maximum. Donc, ce qui fait qu'il y a voilà, je peux prendre, enfin, toute la semaine, il y aura des places, il n'y aura pas de souci. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous avez le temps de réfléchir. Vous pouvez prendre rendez-vous pour que je vous explique tout bien, pour voir aussi ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et ensuite, si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez encore un petit peu de temps pour réfléchir, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas le couteau sous la gorge, mais voilà. Du coup, moi, j'aime prendre le temps avec les étudiants et c'est pour ça que j'ai besoin, ou au moins avec les parents, j'ai besoin de prendre un rendez-vous avec vous parce qu'on sait qu'on va être complet et donc, du coup, bah, je me permets de choisir les étudiants, pas sur leurs notes réellement, mais sur leur motivation et sur le fait qu'ils aient un projet qui soit cohérent, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser dans le chat et je me ferai un plaisir, voilà, d'y répondre. Je suis en train de me rendre compte, je parlais assez loin du micro. Je sais pas, vous m'avez bien entendu pendant toute la conférence. Il était assez éloigné le micro de moi. Ok, donc vous pouvez poser vos questions directement dans le chat.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Si vous cherchez d'ailleurs des informations sur Access Sésame, on a été interviewé par un média étudiant qui s'appelle Campus Chrono, c'est un média du Figaro. Et on a fait toute une conférence avec un étudiant où on expliquait hyper bien les préparations, les cours, etc. Et donc, du coup, ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair aussi sur comment on fonctionne. Ok, bon, je vous ai vu la conférence, donc c'est peut-être pas nécessaire, mais voilà, pour info. Soyez pas timide, hein, vous pouvez poser vos questions sur vos cas personnels. Ça n'arrive jamais qu'il n'y ait pas de questions. Donc, par contre, ça arrive souvent que la première question engendre les suivantes. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur vos cas particuliers à vous. Et franchement, je prendrai le temps de répondre. Il y a pas de souci. J'ai lu d'aucune question. Et si vous avez des questions même sur les autres types d'études de commerce, je peux vous aiguiller là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'étais prof à Dauphine et juré à l'ESSEC. Et donc, du coup, je connais assez bien le système. Est-ce que l'on peut s'inscrire pour quelques matières en particulier? Alors, en général, Lucie, on ne le fait pas du tout. Maintenant, il faudrait m'en parler par téléphone pour qu'on voit spécifiquement si ça a du sens, en fait. Mais si j'estime que... Enfin, comment dire? Si je pense que ça va empiéter sur nos chances de réussite, je le ferai pas. Mais on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Notamment, en fait, ce qu'on fait, c'est pour les étudiants qui sont bilingues en anglais, parce qu'on en a plein, enfin, on en a, on remplace le stage d'anglais par un stage de maths. OK? En général, c'est moi qui les prends derrière les étudiants pour ce stage de maths. Est-ce qu'il y a des écoles qui privilégient les AST? Alors, en fait, là, on parle du post-bac. Ah non, pardon, on est sur cette question. Ouais. Est-ce qu'il y a des écoles qui privilégient les AST? Donc là, sur le post-bac, en fait, il n'y a pas d'AST, hein, c'est par concours. Et donc, du coup, si vous voulez faire des admissions sur titre en bac+3, bac+4, bac+5, certaines écoles sont plus ouvertes aux AST qu'aux autres. En fait, je dirais qu'après le top 5, c'est plus ouvert. Et si vous avez fait des très bonnes études, euh, EM Lyon, EDEC et ESCP et l'ESSEC, ça peut s'ouvrir selon le niveau des études que vous avez fait. Mais il faut faire des très bonnes études. À titre de comparaison, hein, l'IESSEC, qui est la meilleure post-bac en programme grande école, ça équivaut à top 6 en post-prépa, donc niveau Audencia, Schema, etc. en programme grande école. Et l'ESSEC, c'est au moins aussi bien que l'IESEG. OK? Donc les 5 meilleurs, le top 5, c'est vraiment en post-prépa. Et sinon, les autres en dessous, en fait, c'est en post-bac. Donc, du coup, quand vous avez postulé aux écoles, d'ailleurs, en général, vous pouvez très bien postuler en prépa en parallèle. Et si jamais vous êtes pris en prépa et en école, bah, vous pouvez regarder dans quelle école vous êtes pris, dans quelle prépa vous êtes pris. Si vous êtes pris, je ne sais pas, à l'IESEG et vous êtes pris dans une prépa à côté qui rentre que 20 ou 25% des étudiants dans le top 5, bah, en fait, vous savez que vous avez 75% de chances d'avoir moins bien ou équivalent à l'IESEG après prépa. Donc vous pouvez vous dire, ça vaut peut-être pas le coup de faire une prépa. Si vous êtes au contraire dans une école, dans une excellente prépa qui rentre 80% dans le top 5, là vous pouvez vous dire, ah bah je prends le risque. Ok? Donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et donc du coup, je crois que je viens de mieux comprendre votre question, Nathalie. Est-ce que vous pouvez faire un BBA, par exemple, et rentrer en programme grande école derrière? Dans certaines écoles, c'est faisable, dans d'autres non. Par exemple, l'IESEG, pardon, en particulier, ils sont assez frileux sur ça et tous les ans, il n'y a que peut-être un ou deux étudiants qui passent en AST. Donc, c'est pas fermé. Ils ont d'autres programmes qui sont ouverts, les masters spécialisés notamment, mais sur le programme grande école, ils évitent de faire trop la passerelle. Stéphanie demande, à l'université, le cursus via les IAE est-il bien pour intégrer le PGE ensuite dans le top 10? Via les IAE, c'est bien pour intégrer après la sixième école aussi en général. Ok? Donc après le M Lyon, vous avez des possibilités pour Audencia, Cage, Schema, Neoma peut-être. Ok? Sans garantie, mais c'est avec un concours. Il faut passer le Taj Mahal, il faut passer concours d'anglais, enfin TOEFL, TOEIC ou enfin, examen d'anglais. Et nous, on prépare aussi à ça, on prépare aussi des étudiants pour les AST, donc je connais assez bien. C'est pas moi le responsable des AST de la prépa, même si bah, je suis fondateur de la prépa, mais pour le coup, comment dire, c'est possible hein, de rentrer dans le top 10 en AST derrière. Quelle est la perception par les élèves, par les employeurs, entre un élève ayant un très bon BBA et un élève ayant fait une prépa avec une école de commerce en 5 ans? En fait, Guillaume, quand vous faites un très bon BBA, il ne faut pas s'arrêter au BBA. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir, comment dire, un diplôme en 5 ans.
Et donc, du coup, quand vous faites un très bon BBA, vous allez avoir accès derrière au meilleur master de France. OK? Donc, vous pouvez très bien faire un master à Dauphine, vous pouvez très bien faire des masters spécialisés dans les meilleures écoles, vous pouvez faire plein de choses. Et donc, du coup, le but, c'est pas de s'arrêter au BBA. Vous pouvez même faire des très bons, finir vos formations à l'étranger dans des excellentes universités. Donc, typiquement, là, j'ai un ancien étudiant avec qui je suis en contact, on est en train d'en discuter. Là, on l'aide à faire ses dossiers d'ailleurs on l'aide à faire ses dossiers. Il a fait le BBA de l'ESSEC. Il tente les AST à l'ESSEC parce qu'il a fait, enfin, je vous dis à l'ESSEC son programme. Il a fait l'ESSEC. À l'ESSEC, il a fait un double diplôme avec, je sais pas si c'est un double diplôme là. Il a fait un programme avec Berkeley où il a passé un an ou un an et demi à Berkeley. Euh, donc à San Francisco, il est revenu, il a fini son BBA et là, en fait, il a lancé des projets entrepreneuriaux quand il était à l'ESSEC et là, il se dit, est-ce que je continue en faisant et ces projets, ils sont dans la finance. Est-ce que je continue en faisant le Master in Management le programme grande école du coup de l'ESSEC? Est-ce que je fais sinon le programme finance de l'ESSEC? Et donc, du coup, il va postuler sûrement aux deux. Va postuler aussi sûrement en AST aussi à l'EM Lyon et à l'EDEC, où il aura d'ailleurs des plus grandes chances d'être pris qu'à l'ESSEC, même s'il vient de l'ESSEC. Et il postule aussi à Bocconi, et il postule à la Bocconi et à quelques autres universités à l'étranger. Et donc, du coup, et à l'INSEAD. Ok. Donc, du coup, en fait, ces possibilités, elles sont hyper ouvertes. Et si vous faites en fait un parcours excellent comme lui, en fait, en BBA, mais il y en a plein qui le font, vous aurez des excellentes opportunités, même meilleures que si vous sortiez d'un top 5 enfin, d'un d'un EDEC ou d'un EM Lyon, par exemple. Enfin, potentiellement. Parce que vous aurez une expérience de malade. Donc, du coup, si vous faites un bon BBA, en fait, derrière, vous faites un très bon master. Et en fait, ça sera vu au moins aussi bien qu'un programme école de prépa, enfin, qu'une prépa et école de commerce en 5 ans. OK? Même parfois mieux que ce qu'il y a derrière. Je vous donne un exemple, hein, le cas de cet étudiant, imaginez, vous voyez un CV, BBA Sec, 2 ans ou un an et demi à Berkeley, et derrière, je sais pas, EM Lyon pour un d'école. Vous voyez, je pense qu'il n'y a aucun employeur qui est freiné par ça. OK? Et ça, c'est presque le. Enfin, il peut aussi à des choses encore plus prestigieuses que ça, sur lesquelles il a ses chances. Donc voilà. Donc moi, je pense en fait que il y a des étudiants, ils préfèrent faire un BBA. Juste, voilà, je rentre un peu dans le détail. Le BBA, c'est différent du programme en école parce qu'il n'y a que 4 ans. Et donc, du coup, vous allez plus vite rentrer dans les matières de gestion. Vous allez avoir moins de matières théoriques. Vous allez plus vite partir à l'étranger, plus vite faire des stages. C'est plus professionnalisant. Et donc, du coup, en fait, ça vaut le coup de faire un BBA si, en fait, vous voulez avoir cette dynamique dès le début. Mais donc, du coup, ça implique aussi derrière de faire une 5e année. Autre possibilité, vous faites un programme grande école en 5 ans. Quand vous faites un programme grande école en 5 ans, les 2 premières années, c'est plus théorique. En fait, vous avez une année de plus, il y a plus de temps. Vous allez avoir des matières plus théoriques, vous allez pousser les stats, vous allez pousser euh, la sociologie, vous allez pousser sur, je sais pas, des matières comme ça. OK? Plus théorique. Et donc, du coup, les matières type finance, compta, etc., elles vont arriver, mais au compte-gouttes dans les premières années. Vous n'aurez pas que des matières, en fait, d'école de commerce dès le début. OK? Il y a des étudiants, et mais à la fin, vous savez quel master vous aurez parce ce sera le master de votre école, etc. Il y a des étudiants, ils préfèrent largement le parcours grande école, d'autres largement le programme BBA. Et donc, dans ce cas-là, il faut se concentrer sur le programme qu'on préfère. Maintenant, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui se disent, moi, je veux juste le meilleur programme possible. Donc, moi, si j'étais étudiant ou si j'avais un enfant qui était étudiant, enfin, pour le coup, des enfants qui sont étudiants, j'en ai 200 tous les ans, mais 250. Mais ce que je veux dire, c'est si c'était pour ma fille ou mon fils, je choisirais le meilleur programme que j'obtiens. BBA ou programme grande école. Sauf si ma fille ou mon fils a des préférences sur ce qu'il veut faire. Mais s'il est indifférent et qu'il veut juste faire les meilleures études possibles, je prends le meilleur programme. C'est ce que je pense. Mais ça, je serai là pour vous conseiller de façon sur quoi choisir. Typiquement, je prends le temps de faire une demi-heure de réunion avec les parents, les étudiants euh, pour voir quelle école choisir. Et une fois que les résultats enfin, quand les résultats sont tombés, je fais un zoom avec vous et je prends le temps voilà, de vous guider. Et je fais des rendez-vous d'une demi-heure comme ça. Je peux en faire 15 dans la journée, 20 dans la journée, hein, au moment des résultats. Donc sur une semaine, je peux voir beaucoup d'étudiants au moment des résultats, évidemment.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, sachez que voilà, vous recevrez demain le replay avec les slides. Vous aurez aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi, hein, si vous n'avez pas pris rendez-vous ce soir, donc il n'y a pas de problème. Vous aurez aussi mon numéro de téléphone, d'ailleurs, si vous voulez me contacter directement. Je vous invite à plutôt prendre rendez-vous plutôt que m'appeler, parce que vu comment je peux enchaîner les rendez-vous avec les étudiants et les parents, parce que c'est la période, hein, je serai plus disponible pour vous après une fois qu'on aura terminé avec les inscriptions. Mais du coup, je vous conseille de prendre rendez-vous juste pour être sûr de ne pas vous tomber sur une messagerie. Si vous vous appelez et vous laissez un message, je vous rappellerai que dès que j'aurai un trou. Mais voilà, vous aurez, c'est un peu plus, ça sera un peu plus compliqué. Le plus simple, c'est de prendre rendez-vous. Même si votre rendez-vous, vous le prenez mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, il restera des places. De toute façon, je vais, comment dire, il y a 25 places sur Access, 25 places sur Sésame, on est OK. Eh bien, merci pour votre participation, du coup. OK. Alors, juste Anouar demande, et pour le bachelor SVP? En fait, pour les bachelors, je vous ai dit, il n'y a pas de bon bachelor en France. Les seuls intéressants, c'est l'ESDEM. Quand vous faites l'ESDEM à Schema, en fait, le but, c'est de faire des AST derrière. Donc, vous passez les concours Taj-Maj, etc. Et ensuite, vous essayez de rentrer en programme grande école, mais vous aurez pas les meilleures écoles. Sinon, vous avez le bachelor pardon, de l'ESCP qui est très international. Le but, c'est après de continuer ses études à l'étranger, en général. Ils sélectionnent des étudiants comme qui sont quasiment bilingues hein, pour ce bachelor-là, ce qui est super international. Ils sont assez sélectifs en fait. Ouais, je vous dis ce que je pense réellement du bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est assez sélectif et qui prend des bons étudiants. Donc ça, c'est cool. Enfin, si vous êtes un bon étudiant. Par contre, les retours que j'ai eu de mes anciens étudiants, c'est que c'était très léger en termes de cours et que bah, ils étaient déçus en fait de l'intensité de la préparation. C'est pas que les profs sont pas bons, c'est que c'est léger en fait. Et donc du coup, bah, comme c'est 15 ou 20 000 euros l'année, bah, vous n'avez pas envie d'avoir un truc léger. Et c'est pour ça que je le recommande pas plus que ça. Celui d'IESEG, je le recommande pas. Il est pas... il y a un monde entre le programme d'école de l'IESEG et le bachelor de l'IESEG. C'est un plan E pour moi. Après, je suis peut-être méchant si vous avez. Je suis peut-être méchant, mais c'est ce que je pense. Il y a beaucoup de. Vous aurez des bien meilleures écoles avant le bachelor de l'IESEG, c'est sûr. En termes de résultats, juste pour vous dire, hein, l'année dernière, sur l'IESEG, on a eu 65% d'admis, sur l'ESCA, 97%. Donc, c'est tout le monde sauf deux. OK? Sur Sésame, tout le monde a eu un de ses trois premiers choix. Et les SDS, on a eu 100% de réussite. À l'ESSEC, l'année dernière, on a eu 25% de réussite. La moyenne nationale, elle a 8%. On a fait trois fois mieux. Sur le Lyon, on a eu 91% de réussite. La moyenne nationale, elle est autour de 40%, je crois. Et sinon, sur toutes les autres écoles, on a eu quasiment 100%. En fait, pourquoi on a des résultats un peu moins bons pour le Lyon et pour l'ESSEC? Parce que le dossier compte beaucoup. En fait, c'est 30% de la note. Et si vous avez un dossier qui est pas bon, bah, vous avez aucune chance pour l'ESSEC. Et pour le Lyon, si vous avez un dossier qui est pas bon, bah, faut être vraiment très bon au concours pour avoir une chance. Ce qui arrive fréquemment, très fréquemment, parce que le but de vous préparer, c'est que vous soyez très bon au concours. Mais parfois, c'est insuffisant. Mais pour 91% des étudiants, ça passe. C'est énorme. D'autres questions? De toute façon, si vous avez d'autres questions, en réalité, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour poser vos questions aussi, hein. Normalement, c'est les rendez-vous pour les inscriptions, etc. Maintenant, tout le monde n'a pas les moyens de faire une prépa, je le sais très bien, et je prends le temps de répondre aux questions de tout le monde. Donc, passer 15 minutes de mon temps pour répondre à vos questions, je le fais avec grand plaisir, et vous sentez surtout pas gêné, hein. Donc, on est là pour vous, en fait. Enfin, je veux dire, si je réponds pas à vos questions et je prends pas le temps de répondre à tout le monde, je sers un peu à rien. Donc moi, je le fais avec très grand plaisir. Et les gens qui m'appellent, qui n'ont pas la volonté de s'inscrire, mais qui ont besoin d'informations, je vais pas les faire galérer, hein. J'ai de l'information, je leur donne, hein. Et avec grand plaisir, et je prends le temps de m'intéresser à vous, et il n'y a pas de souci. Donc sachez que quand vous me réservez un créneau, je le prends pour vous. Et puis si vous avez vos questions, voilà, il n'y a pas de souci, je réponds. OK? Donc ne soyez pas timide. Et vous pouvez m'envoyer aussi vos questions par mail hein, si vous voulez. Vous avez mon adresse mail.
C'est l'adresse avec laquelle vous recevez tous les mails hein, pour vous connecter, hein, notamment. Et dans la signature, il y a mon numéro de téléphone aussi. Vous pouvez juste répondre aux mails et je recevrai vos mails. Ne vous inquiétez pas. Ce sera dirigé vers ma boîte mail. Bah, doit-on comprendre que les parcours bachelor puis master n'est pas préconisé? Bah, franchement, non, pas trop. En fait, si, à la fac, oui. À la fac, oui, pardon. Mais en école de commerce, pas trop. Vous aurez mieux en faisant un BBA, un bon BBA, parce que les BBA sont mieux. Hmm. À la fac, par contre, vous pouvez faire des très bonnes licences, hein. Après, voilà, vous pouvez mettre une exception peut-être sur, oui, sur le SCP, peut-être. Je sais pas. Je sais pas y a pas, le but, c'est pas vraiment de continuer après en France, en master. Mais bon, mais il est bien le billet quand même de l'ESCP. Faut pas non plus exagérer. Ok? Bah, je vous remercie à tous pour vos questions, pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si besoin, bah voilà, vous avez mon contact. Au revoir.